sociaux et la chaîne YouTube de la librairie. Donc, d'où l'intérêt aussi et l'importance de couper vos micros pour qu'on puisse vraiment entendre que nos deux conférenciers. Donc, merci d'avance. Et si vous avez des questions, je vous inviterai à les poser à la fin par écrit via le chat de la plateforme Zoom pour des questions de fluidité, des questions. C'est moi qui relayerai les questions envoyées par écrit. Allumez le haut-parleur, augmentez le volume. Vous utilisez l'audio de Pour éteindre le micro, c'est en bas à gauche. En bas à gauche, oui, démarrer vidéo, c'est ça? Voilà, et vous avez un bouton muet, il faut cliquer dessus, s'il vous plaît. Et du coup, j'ai perdu le fil. Oui, donc la conférence sera enregistrée. Les questions par écrit à la fin. Et du coup, c'est moi qui lirai les questions. Comme ça, il n'y aura pas de problème de rallumer et éteindre les micros. Ce sera plus facile comme ça. Ben voilà, Francine et Eric, à vous la parole. Et merci encore d'avoir accepté d'être là ce soir. Eric. Ben, merci à vous surtout, hein, Magali, de nous avoir invités, parce que c'est toujours un plaisir de parler de cet endroit magique qu'on a découvert ou redécouvert. Et donc, c'est vraiment un plaisir de le partager avec tous ceux qui sont là, hein, puisque cette période de confinement, c'est pas évident de s'évader. Donc, ben, on s'évade un peu virtuellement. Voilà. Ben, j'en profite, moi, juste pour me présenter deux petites secondes. Donc, moi, je m'appelle Eric Bataillou. Je suis enseignant, je suis professeur des écoles dans un petit village du sud de la France. Voilà, et j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance, d'hiverner, c'est-à-dire de passer 16 mois à Kerguelen. Ça s'appelle maintenant un service civique, quand j'avais 22 ans. Voilà, et c'était la 37e mission de Kerguelen. D'ailleurs, j'ai vu que dans la liste des participants qu'il y a des anciens de l'hivernage de Kerguelen de la 37e mission, c'était en 1987. Après ça, je suis revenu donc en métropole, j'ai continué mes études, puis je suis devenu professeur des écoles. Et puis, en rencontrant Francine Brondex, on a décidé de monter un projet pédagogique dont on va vous parler un petit peu. Voilà, je donne la parole à Francine, peut-être se présente aussi. Eh ben, je vais me présenter aussi. Donc, moi, je suis Francine Brondex. Dans une première vie professionnelle, j'étais enseignante aussi en sciences de la vie et de la terre. Et actuellement, je travaille à mon compte. Je suis indépendante pour faire cours sur des projets de médiation scientifique. Et évidemment, moi aussi, je voudrais dire merci à la Géosphère et à Magali de nous avoir proposé de faire cette visio parce que c'est… Eric l'a déjà dit, c'est toujours un grand bonheur de pouvoir partager ces endroits magiques et l'expérience qu'on a pu avoir dans les terres australes. Du coup, ça, c'est la première chose. On va essayer, comme l'a dit Eric, c'est pas toujours évident de s'évader pendant le confinement. On va essayer de faire souffler un peu les vents des 40e rugissants chez vous. Et puis, il y a une deuxième chose qu'on va faire, c'est vous raconter un peu notre périple et notre expérience des terres australes et partager aussi des lectures, des livres qui parlent du Grand Sud et qui nous permettent aussi de nous évader sous ces latitudes. Et puis, j'aurais juste envie d'ajouter aussi que moi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ça me fait vraiment plaisir de participer, de contribuer à la vie d'une librairie indépendante parce que c'est des lieux vraiment magiques de partage, d'échange, de découverte. Et voilà, si on peut contribuer, apporter notre petite pierre, on est vraiment heureux. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Normalement, à l'écran, vous voyez déjà des manchots pour démarrer ce petit périple. Donc, Eric, lui, il a passé 16 mois à Kerguelen quand il avait 22 ans, et puis on y est retourné, enfin lui, il y est retourné. Et moi, je suis allée pour la première et la seule fois dans les terres australes. On est parti en décembre 2018 à bord du Marion Dufresne pour un projet pédagogique. On va vous en parler, on va détailler un petit peu ce qu'on a fait. Mais comme on est invité par une librairie, on voulait vous démontrer que
les aventures peuvent démarrer grâce à des livres. En tout cas, c'est le cas pour nous. Il y a un livre qui est au point de départ de toute cette histoire et qui nous a amenés à Kerguelen. Et alors, ce livre, on va commencer par lui. C'est un livre de Colin Niel qui s'appelle « Ceux qui restent en forêt ». Pour ceux qui ont entendu parler de Colin Niel, ça doit vous évoquer plutôt l'Amazonie, la Guyane, plutôt que les 40e rugissants et Kerguelen. Donc là, c'est aussi une enquête du capitaine Anato, qui est en Guyane française. Le livre s'ouvre sur une plage guyanaise, mais il s'y passe quelque chose d'étrange parce qu'on y découvre le cadavre d'un albatros, qui est un oiseau qui ne vit pas du tout sous ces latitudes équatoriales, mais plutôt dans l'hémisphère sud et dans les 40e rugissants. Et on va se rendre compte au fur et à mesure de l'histoire que la trame et le récit se passent aussi dans les îles Kerguelen. Et je vous ai mis une page intérieure du livre parce qu'à l'intérieur du livre, il y a une carte de l'archipel de Kerguelen. Et en fait, moi, j'étais en train de lire ce livre-là quand je suis passée pour la première fois chez Eric. On se connaissait déjà parce qu'on est un peu dans le même milieu associatif du village. Et quand je suis passée chez lui, au mur, j'ai vu une carte de Kerguelen. Et là, j'étais un peu étonnée. Je lui ai demandé, mais comment ça se fait que tu as une carte de Kerguelen chez toi? Et puis là, tu nous montres la carte. Voilà. Tu as vu? Voilà cette carte-là. Bon, c'est une carte qui fait plus d'1 mètre de haut, hein, qui est assez grande. Et c'est une carte en fait que j'ai dessinée quand j'étais en hivernage, que j'ai reproduit pendant mon hivernage en 1987. Et donc elle est au mur, moi, depuis cette époque-là. Et donc Francine est arrivée, elle m'a dit, tiens, tu as une carte de Kerguelen. Et moi, je lui ai posé la question, mais comment ça se fait que tu reconnaisses Kerguelen? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de reconnaître la carte de Kerguelen. Voilà, et c'est comme ça que tout a démarré et qu'on a commencé à parler de Kerguelen et qu'on a commencé à parler de ces 40e rugissants, de ces 50e hurlants, de ces albatros, de ces manchots, du Marion Dufresne et de toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que le projet a démarré. Vas-y, Francine. Et en fait, on est arrivé très vite sur un point sur lequel on était d'accord, c'est que c'est des endroits qui sont extraordinaires, il s'y passe des choses extraordinaires et on a eu envie de le partager avec des classes et avec des élèves. Donc voilà, on va en parler un peu après. Et je continue avec les livres qui ont alimenté le rêve avant le départ. Donc pour ceux qui s'intéressent aux terres australes, c'est aussi un grand classique. C'est une bande dessinée, c'est la bande dessinée d'Emmanuel Lepage, Voyage aux îles de la Désolation, qui est sortie en 2011. Donc ça fait presque 10 ans que lui, en tant que dessinateur, a été embarqué sur une rotation du Marion Dufresne. Et en fait, moi, je suis une grande fan de bande dessinée et je suivais le travail d'Emmanuel Lepage depuis déjà quelques volumes avant celui-ci, qui sont des très beaux volumes, des très belles BD de voyage comme La Terre sans mal ou Muchacho, que je vous recommande aussi. Et celui-ci, je l'avais lu bien avant de discuter avec Eric et j'avais été complètement transportée par ses planches et ses aquarelles extraordinaires. Et vraiment, il avait planté la petite graine du rêve. Mais pourtant, ce rêve-là, j'ai longtemps pensé qu'il était impossible, qu'il était arrangé dans la case des rêves qui ne se réaliseraient jamais. Parce que c'est compliqué d'aller dans ces endroits-là. Il y a quelques touristes, ça coûte excessivement cher, j'en ai pas les moyens. Et puis les gens qui partent ont des profils bien particuliers que j'avais pas. Donc pour moi, je verrai jamais. Je pensais que je ne verrais jamais Kerguelen, et puis finalement, le destin, on a un petit peu décidé autrement. Donc on a proposé un projet pédagogique à l'administration des terres australes et antarctiques françaises. Et puis, à notre grand étonnement, il a été accepté assez rapidement et on nous a proposé d'embarquer sur une rotation du Marion Dufresne pendant 1 mois. Et du coup, là, Eric va vous situer quand même un peu plus précisément ces îles. Oui, alors, Kerguelen, les terres australes françaises, ce sont 3 groupes d'îles
Crozet, Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam, 4 groupes d'îles, on peut dire. Si on regarde le planisphère qui est présenté à l'écran, il est centré sur le pôle sud, il est centré sur l'Antarctique. Et donc on a pointé ces groupes d'îles, Crozet, Kerguelen, qui sont ces groupes d'îles perdus au sud de l'océan Indien. Pour situer un petit peu plus, on voit à gauche l'Amérique du Sud, la pointe sud de l'Amérique du Sud. On voit en bas de l'écran la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie, qui est la pointe de l'Australie. Et donc, Crozet et Kerguelen sont dans le sud de l'océan Indien. Ils sont coincés dans ce qu'on appelle les 40e rugissants, les 50e hurlants. Ce sont des espaces où il y a constamment du vent dans ces zones-là. On voit que les vents tournent autour du continent antarctique. La houle aussi, et ne sont arrêtés par aucune terre. Et donc, ça en fait des terres qui sont constamment dans les trains de dépression, qui sont constamment dans des vents extrêmement violents. Voilà. Je passe à la suivante. Ouais. Voilà, et pour rejoindre ces îles, donc ces groupes d'îles, on voit Crozet, Kerguelen, Amsterdam, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas d'avion qui peuvent se poser, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la mer. Et en fait, il est organisé 4 fois par an, un transport en bateau depuis l'île de la Réunion, un bateau qui va faire ce qu'on appelle la rotation, c'est-à-dire le tour, toujours dans le même sens, pour profiter des vents et des courants. Il part de la Réunion, il va à Crozet, puis Kerguelen, ensuite il passe dans le groupe Saint-Paul et Amsterdam, et il revient à la Réunion. Cette rotation, qui fait à peu près 8000 km de navigation, dure un peu moins d'un mois. Voilà. Et cette rotation permet donc de transporter tout ce qui est nécessaire pour faire vivre des bases scientifiques, pour faire vivre des personnes sur Crozet, sur Kerguelen et sur Amsterdam. Il y a 3 groupes d'îles et 3 bases permanentes depuis maintenant plus de 60 ans sur ces îles. Voilà. Et elles ont une autre particularité, ces îles, hein, elles sont assez inaccessibles, éloignées de tout. Et leur autre particularité, c'est un peu un point commun avec l'Antarctique. Ce sont des lieux qui sont intégralement dédiés à la science et à la protection. En fait, il n'y a pas d'habitants permanents sur aucune de ces îles, uniquement des bases scientifiques, une base scientifique à Crozet, une sur Kerguelen et une sur l'île d'Amsterdam, et des programmes scientifiques qui sont menés pour comprendre et connaître le fonctionnement de l'océan, la botanique, la faune, la flore, les oiseaux. En particulier, vous voyez sur les images un albatros en haut à droite sur son nid, des manchots royaux en bas à gauche, et aussi de la protection. Par exemple, sur l'image en haut à gauche, vous voyez que les 2 personnes sont en train de manipuler une cage. En fait, il y a un certain nombre d'espèces introduites sur ces îles, notamment des rongeurs, des rats et des souris. Et ce sont des programmes pour essayer de supprimer ces espèces qui sont exotiques et qui ont un impact assez considérable sur les écosystèmes très fragiles de ces îles. Donc voilà, vraiment, en fait, des endroits très particuliers, parce que peuplés d'animaux et de scientifiques qui viennent les étudier. Et autour des scientifiques, les métiers aussi qui sont nécessaires pour faire fonctionner une base scientifique. Sur une base scientifique, la population là-bas, c'est à peu près moitié-moitié. Moitié de gens qui sont là vraiment pour faire la récolte de données de terrain. Et l'autre moitié, ce sont des personnes qui sont là pour entretenir les bâtiments, faire la cuisine, entretenir les chaudières et toute l'énergie des bases. Donc des métiers qu'on peut considérer ordinaires. Il y a des boulangers à Kerguelen, enfin un boulanger à Kerguelen par exemple, mais qui sont exercés dans des conditions complètement extraordinaires. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut des profils un petit peu particuliers pour partir. Ou alors avoir un projet bien particulier. Et
si vous avez envie de voir des très belles images des terres australes, un autre livre dont on avait envie de vous parler ce soir, c'est un livre qui s'appelle Aventure australe. Et il représente assez bien les auteurs de ce livre représentent assez bien les types de personnes en fait qui partent dans les terres australes. Là, en l'occurrence, donc ce sont cinq personnes, cinq jeunes hommes qui sont partis, qui sont sur des programmes d'ornithologie, de suivi des espèces d'oiseaux. Donc, il y en avait 2 à Kerguelen, un à Amsterdam, un à Crozet, et le 5e était en Terre Adélie. Parce que ça, on ne l'a pas précisé, mais les terres australes et antarctiques françaises regroupent aussi ce qu'on appelle un district en Terre Adélie, en Antarctique. Donc, on ne vous en parlera pas aujourd'hui parce que c'est une toute autre aventure. Donc, ces cinq personnes sont parties, comme Eric, réaliser ce qu'on appelle un hivernage pendant un peu plus d'1 an. Et ils ont ramené de leur hivernage à la fois des très très belles images. C'est un beau livre de photographie où la faune a la part belle et les oiseaux en particulier. Mais ils ont ramené aussi leurs expériences. Il y a des petits encarts de texte qui racontent un petit peu les coulisses d'un hivernage. Et ça raconte assez bien ce que peut être cette expérience d'un hivernage dans les terres australes. C'est vraiment à la fois un beau livre avec des belles photos, et c'est un livre qui fait vraiment rêver et qui est susceptible de créer des vocations, je pense. Et c'est vraiment ces 2 côtés, le côté scientifique, mais aussi le côté métier, entre guillemets, ordinaire, que l'on a voulu montrer et qu'on a voulu faire partager avec les classes. Essayer de mettre faire naître des étincelles dans les yeux des enfants en présentant ces différents aspects, ces différents métiers et la science qui se passe dans les terres australes. Et pour rejoindre ces terres australes, il y a une vedette, hein, c'est vraiment pas une vedette, hein, c'est un héros, c'est le Marion Dufresne. C'est ce navire très spécifique, construit spécialement pour ça, avec une proue très importante pour pouvoir aller dans ces mers difficiles, affronter ces grosses vagues. Et ce navire très particulier, il est très particulier parce qu'en fait, il a plein de fonctions. Il est effectivement transport de passagers, puisqu'il va nous transporter, il va transporter les hivernants, il va transporter le personnel qui vient en campagne d'été pour travailler sur les îles, donc il va être transporteur de personnes. Il va bien sûr être porte-conteneur, puisqu'il va être là pour transporter le matériel, puisque tout le matériel, tout ce qui est utilisé sur les îles est transporté uniquement par ce bateau-là, et entièrement par ce bateau-là. Il est forcément aussi pétrolier, puisqu'il va transporter donc tout le ravitaillement gasoil, essence pour les îles également. Il est aussi porte-hélicoptère, puisqu'il a un hélicoptère, puisqu'en fait tous les débarquements et beaucoup de débarquements se font par hélicoptère, puisqu'il n'y a pas de port non plus, donc le navire va stationner au large et va faire les allers-retours sur les îles en hélicoptère. Il est aussi navire scientifique, avec un beau laboratoire à l'arrière du bateau, et puis en version aussi navire océanographique, où il est capable d'aller faire des forages, d'aller faire des prélèvements en mer. Donc c'est tout cet ensemble de choses qui en font un bateau vraiment extraordinaire, un bateau unique. Hein. C'est un bateau qui fait 120 mètres de long, donc c'est un grand bateau, avec 110 passagers, presque une 50aine de membres d'équipage, et qui fait cette rotation, qui fait ce voyage dans les terres australes 4 fois par an. Voilà, on est à bord du Marion Dufresne, hein, par des temps pas toujours très, très beaux, toujours beaucoup de vent. Il faut savoir qu'on met 5 jours à peu près pour descendre de la Réunion jusqu'à la première escale, qui est Crozet. Voilà, on voit le Marion Dufresne ancré au large de la base de Port-Français dans la baie à Kerguelen. Hein, on aperçoit même l'hélicoptère qui est en train de se poser. Et puis, l'avantage de ces bateaux, c'est qu'on a vraiment accès à tous les endroits, et notamment à la passerelle. Donc, quand on voyage, quand on accoste, on peut observer tous ces membres d'équipage extrêmement professionnels pour affronter ces mers difficiles, ces endroits
compliqué, hein, quand il faut passer entre les îles avec ses vents et ses courants. Et on a eu la chance de tomber sur un très très bel équipage avec des échanges constamment, même dans des moments parfois un peu compliqués. La passerelle nous était ouverte. C'était des moments, des très bons moments d'échange, très intéressants. Il y a d'ailleurs un très beau livre qui présente une rotation du Marion Dufresne, c'est Voyage dans les terres australes à bord du Marion Dufresne. Donc c'est un livre qui est assez récent, qui doit avoir 3 ou 4 ans maintenant, et qui présente une rotation du Marion Dufresne dans les terres australes. Et ce qui est intéressant dans ce livre, ce n'est pas simplement un livre de photos, c'est aussi un livre de témoignages où on présente des portraits des acteurs d'une rotation. Donc des portraits du personnel marin, des marins, mais aussi des passagers, mais également des scientifiques à bord, du médecin, et de tous ces hommes et ces femmes qui font qu'une rotation se passe de bonne manière dans ce voyage. Donc c'est un très beau livre à recommander si vous voulez découvrir un voyage à bord du Marion Dufresne. Oui, c'est aussi un livre qui est très touchant pour nous parce que les auteurs sont partis 2 ou 3 rotations avant la nôtre, enfin la nôtre, celle où on a eu la chance d'embarquer. Et il y a un certain nombre des personnes qui sont en portrait dans le livre qu'on a aussi rencontré pendant notre voyage. Donc c'est aussi un très très beau souvenir à titre personnel, ce livre. Voilà. Et on voulait aussi vous en dire un petit peu plus. Je vais te repasser la parole, Eric, peut-être pour que tu expliques les grandes lignes du projet qui nous a amenés là-bas. En fait. Oui, alors il faut bien imaginer que la rotation, n'a été le temps fort, c'était le temps fort du projet. Mais en fait, c'est un projet qui s'est passé quasiment sur une année scolaire pour les élèves, qui s'adressait de par nos 2 profils, moi plutôt primaire, Francine plutôt collège et lycée, donc ça s'adressait à toutes les classes du primaire jusqu'au lycée. Il y a eu plus de 500 classes qui sont inscrites au projet. Et nous avons proposé un site internet avec beaucoup de ressources pédagogiques, de manière à ce que les enseignants puissent aller prendre un peu ce qui les intéressait. Certains ont fait 1 ou 2 petites incursions dans le site internet, d'autres ont fait toute leur année autour de ce projet-là, en travaillant sur plein de matières différentes, autant du côté scientifique, le côté des métiers, ils ont fait de l'art plastique, ils ont fait des mathématiques, ils ont fait plein de choses. D'accord ? Site internet qui permettait également aux élèves de poser des questions, et nous avons récupéré toutes ces questions, et nous sommes allés les poser au personnel de terrain, aux spécialistes, et récupérer leurs réponses sous forme de petites vidéos. Donc, on a eu aussi donc une page, une chaîne YouTube sur laquelle on a créé une 50aine de vidéos de réponses aux questions des élèves. Et bien sûr, donc, pendant la rotation, il n'était pas possible de faire des vidéos en direct avec les classes parce que les communications ne passent pas très bien. Par contre, on a tenu un blog avec donc, tous les jours des textes, des idées de réflexion, des choses comme ça. Et bien, on a utilisé aussi, bien sûr, les moyens de communication un peu classiques, style page Facebook ou autre. Donc, c'est vraiment un gros travail de préparation avant pour créer toutes ces ressources pédagogiques, la rotation, et après l'exploitation et la mise en image des réponses aux questions des élèves. Alors voilà, on vous a mis aussi quelques petites images de ce qu'a été notre quotidien à bord. Donc concrètement, ce que Eric vient de vous expliquer, comment ça se passait, on a sollicité tous les gens qu'on avait sous la main, depuis les membres de l'équipage comme les personnels logistiques qui sont chargés justement d'organiser tout l'approvisionnement des bases, les scientifiques qui étaient sur le départ. Donc si on regarde en haut à gauche, voilà, on est en train de faire une petite vidéo avec le commandant du Marion Dufresne. En haut à droite, c'est Nicolas qui était responsable de tout l'approvisionnement, principalement nourriture pour les districts. En bas à droite, c'est donc le chef mécano qui nous a fait un tour des entrailles du Marion Dufresne, où on a pu voir comment sont organisées les machines de ce bateau. Et je vous assure que c'est vraiment extrêmement impressionnant de voir le cœur du réacteur, en quelque sorte, du bateau.
Et puis en bas à gauche, donc on avait Manon et Julie qui partaient pour une campagne d'été, c'est-à-dire qu'elles partaient à peu près 1 mois sur place, 2 mois si on compte le temps de voyage, pour participer à un programme de suivi des éléphants de mer. Donc voilà, nos journées, moi je me suis dit, bon, on va faire beaucoup de jours en mer, peut-être on va s'ennuyer un petit peu sur ces longues journées qui sont une sorte de confinement, mais où on voit plein de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le bateau. Et en fait, non, on a beaucoup interagi et c'était en fait passionnant. Toutes ces rencontres, tout le monde s'est montré extrêmement disponible et super coopératif pour faire les interviews avec nous. Et ça a été énormément de très belles rencontres. Et c'est aussi ça qui est très marquant dans un voyage comme une rotation vers les terres australes, c'est la passion que les gens peuvent vous transmettre. Et puis, une fois qu'on a débarqué, donc on a débarqué sur chacune des 3 îles, le scénario se répétait aussi un petit peu. Donc, on sollicitait les gens qui étaient sur place, principalement les scientifiques, mais on vous l'a dit aussi, pas seulement, aussi ceux qui font tourner les bases. On a fait par exemple des interviews avec la menuisière de Kerguelen pour qu'elle nous raconte en quoi consiste ce métier et quel est son rôle sur l'île de Kerguelen. Donc voilà, là aussi à terre, les choses s'enchaînaient très vite parce qu'on reste très peu de temps sur chacune des îles, c'est entre 2 et 3 jours. On avait un programme très chargé, beaucoup de questions, beaucoup de gens à rencontrer. Donc, on enchaînait les rencontres. Donc là, les 2 premières images du haut sont prises à Kerguelen. Donc, en haut à gauche, c'est Charles-André Bost, qui est quelqu'un qui vient dans les terres australes depuis 30 ou 40 ans, 30 ans, un peu plus de 30 ans, je pense. Un peu plus de 30 ans. Sur les oiseaux plongeurs, beaucoup les manchots, cormorans. Et pour la petite histoire, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, il s'était déjà rencontré avec Eric. Quand Eric était hivernant à Kerguelen, Charles-André était thésard, je crois, était en train de faire sa thèse. Et ils se sont retrouvés 30 ans après à Kerguelen. Et ça a été évidemment un moment très fort du voyage. Donc en haut à droite, vous avez un agent de la réserve, et là maintenant tout de suite, je suis désolée, j'ai mangé son nom, qui est en train de regarder dans les terriers de certaines espèces d'oiseaux qui nichent à terre dans des terriers. Donc on a ils ont un petit système un peu comme un ondoscope qui permet, une petite caméra qui permet d'aller voir si le nid est occupé. En bas à gauche, avec la Gore-Tex rouge, c'est quelqu'un qui travaille sur les otaries à fourrure sur l'île d'Amsterdam. Et en bas à droite, on est dans un laboratoire qui fait du suivi de la composition de l'atmosphère à Amsterdam, qui mesure notamment la concentration en CO2. Donc vous voyez, un peu, je vous détaille tout ça pour vous montrer un peu la diversité des sujets qu'on a abordés et des gens qu'on a pu rencontrer sur place. Et puis je vais enchaîner. Non, c'est juste pour faire une petite transition aussi. Je propose d'embarquer vraiment sur le Marion Dufresne. Direction plein sud en partant de la Réunion, 5 jours de mer, et on arrive dans l'archipel de Crozet. À toi, Francine. Voilà, effectivement, l'archipel de Crozet, alors en fait, c'est 5 îles, pour être complètement exact, et quelques îlots rocheux, peut-être aussi. Et il y en a une seule, c'est l'île de la Possession, qui est habitée, qui comporte une base scientifique. Donc là, de mémoire, on est aux alentours de 45 degrés de latitude sud. On n'est pas tant au sud que ça, si on y réfléchit bien, puisque 45 degrés, c'est un parallèle qui passe dans le sud de la France, aux alentours de Valence, pour vous situer. Mais le climat est bien différent. Et donc Eric l'a dit, voilà, on est parti de la Réunion. En réalité, on n'est pas parti au sud tout de suite. On a fait un petit crochet par l'île Maurice.
Pour resituer très brièvement les choses, décembre 2018, c'était le plein de la crise des Gilets jaunes à La Réunion et il y a eu des petits soucis logistiques. Il a fallu aller récupérer un container de matériel scientifique qui était resté bloqué à l'île Maurice. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu la complexité des opérations aussi. Et ensuite, donc on a navigué pendant 5 jours. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'avais jamais passé autant de temps sur un bateau sans voir aucune terre en plein océan. Le max de ce que j'avais pu faire, je pense, c'était la traversée jusqu'en Corse, donc ça n'a pas grand-chose à voir. Et là, moi, j'ai vraiment pris la mesure, après 5 jours de navigation, de l'éloignement des lieux où on allait. C'est vraiment extrêmement éloigné de tout au milieu de l'océan. On prend vraiment la mesure des distances qu'on est en train de parcourir. Et donc, un matin, c'est vraiment au lever du soleil, le jour se lève très tôt en cette saison. On y est allé, c'était l'été austral. Et voilà, on a... j'ai rajouté cette photo-là, j'allais l'oublier. Il y a la mer qui change aussi pendant le voyage. Donc, on part de La Réunion, on est dans des mers tropicales, très bleues, très calmes. Et puis, petit à petit, on voit la mer changer. Devenir de plus en plus agité, les vents de plus en plus forts. Et puis, il y a quelque chose d'indiscutable qui nous signale qu'on a passé le 40e parallèle. C'est la présence des albatros. Voilà, donc je tenais à mettre une image d'albatros parce que ce sont vraiment des oiseaux absolument extraordinaires qui repère le bateau de très très loin et à partir du moment où on a vu le premier, il y a toujours eu 1 ou 10 oiseaux albatros et des pétrels qui suivaient le bateau. Et donc voilà, la mer est devenue de plus en plus forte, hein, même si on a eu de la chance, on n'a pas eu de véritable tempête. Et donc j'étais en train de vous dire un matin au lever du soleil, ben voilà, on a vu la première terre depuis 5 jours. On est arrivé en face de l'île de la Possession à Crozet. Et dans la lumière du levant, c'était vraiment une vision extraordinaire. Il avait neigé pendant la nuit, alors c'est étonnant, c'est l'été austral, mais voilà, le climat est ce qu'il est là-bas. Les sommets étaient saupoudrés de neige. On a vu la base Alfred Fort. Et puis, vous devinez peut-être sur la droite de l'image une petite baie, une plage, qui est en fait ce qui est une des choses qui est la plus extraordinaire quand on arrive dans ces endroits-là. C'est une colonie de manchots. Voilà, parmi les choses qu'on avait vraiment envie de vous montrer aussi, ce sont ces extraordinaires manchots. Là, ce sont des manchots royaux. La colonie de la baie du Marin, qui est donc juste en contrebas de la base, je crois de mémoire, c'est à peu près 20 000 oiseaux. Et puis, si vous regardez bien, si vous êtes attentif, je ne sais pas si vous voyez le petit pointeur de la souris, mais certains de ces manchots ont des petites marques aux ailes. Ce sont juste des petits scotch, hein, c'est pas permanent. Mais c'est pour vous dire que voilà, ce sont des oiseaux qui sont suivis, des colonies qui sont suivies depuis plus de 30 ans et qu'on collecte des données sur ces oiseaux. Et pour le visiteur de passage, se retrouver dans une colonie de manchots, c'est vraiment un moment absolument extraordinaire. Il y a un bruit qui est absolument indescriptible. Pour ceux qui ont lu la bande dessinée de Lepage, il le traduit très bien, ce choc de se retrouver dans une colonie de manchots. Le nombre est aussi très, très frappant. Je ne sais pas si j'avais déjà vu autant d'oiseaux rassemblés en un seul endroit. Voilà, donc ça c'est une autre colonie toujours sur l'île de Crozet. Et puis parce qu'on les trouve vraiment, vraiment très beaux, on a rajouté encore une petite photo. Ça c'est dans une baie qu'on appelle la baie américaine, toujours à l'île de la Possession. Et c'est une photo qui a été faite pratiquement sans zoom, parce que c'est une autre chose qui est vraiment extraordinaire dans ces endroits-là,
si on s'assoit sans bouger, si on reste très calme, les oiseaux s'approchent, les manchots viennent vous voir, ou en tout cas vous passent très près. Alors ils sont un peu en alerte quand même, mais ils sont vraiment pas effarouchés par la présence humaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier, qu'on n'a pas l'habitude de vivre aussi. Et puis pour finir, un petit échantillon de ce qu'on a pu voir à Crozet, on avait aussi très envie de vous montrer la végétation. D'abord pour montrer qu'en fait, on n'est pas du tout dans des endroits où, pris dans les glaces, recouverts d'une calotte glaciaire. C'est plutôt de la toundra, de la végétation rase, avec des plantes très, très spécifiques. Donc, en haut à droite, c'est un chou de Kerguelen, hein, la grosse plante qu'on voit au milieu. Les petites boules rouges sont des azorelles, des acénas. Je mélange toujours les noms. Et puis des gros poussins qu'on appelle les azorelles. Et c'est une très très belle végétation qu'on peut voir encore à Crozet. Des plantes qui défient aussi les conditions un peu hostiles. Et il n'y a pas d'arbres, parce que les conditions sont beaucoup trop austères pour trop de vent pour les arbres. Et puis on revient un petit peu au livre, et après j'en aurai fini avec l'escale de Crozet. C'est un atlas. C'est un atlas un petit peu original. C'est une collection que moi j'aime beaucoup chez Artaud. C'est une série d'atlas. Alors les cartes et les atlas, hein, c'est toujours des petites machines à fabriquer du rêve. On se plonge dans la cartographie, on imagine des voyages. Et cette collection, elle fait un petit peu de la géographie poétique. Elle s'intéresse à des sujets un petit peu de façon décalée. Et ça, c'est un atlas des îles abandonnées. Voilà, des petits confettis ou des îles qui ont des histoires très particulières. Alors ce livre, il me tient aussi particulièrement à cœur parce que nous, on a passé Noël à bord du Marion Dufresne et c'était mon cadeau de Noël. Je l'ai reçu à bord du bateau. Et voilà, il y a une double page sur l'île de la Possession de Crozet avec sa petite carte et quelques histoires à lire. Voilà pour l'escale de Crozet. Voilà, ben on va embarquer, on rembarque sur le Marion Dufresne après avoir passé quelques jours à Crozet. On passe 2 jours pour rejoindre Kerguelen. Kerguelen, c'est une grande île, ça fait grand comme la Corse, avec une grosse calotte glaciaire, une côte glaciaire Cook. Voilà, Francine vous montre. Et donc après ces quelques jours de mer supplémentaires, on est arrivé par le nord. Nous, on est arrivé à un endroit très 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 particulier, puisqu'on est arrivé à côté de l'arche de Kerguelen. Alors, l'arche de Kerguelen, en fait, c'est l'endroit où exactement l'endroit où est arrivé Kerguelen lors de son 2e voyage, quand il est revenu pour la 2e fois à Kerguelen en 1774. Il était venu déjà 2 ans avant. Il avait découvert véritablement Kerguelen 2 ans avant, en 1772. Et il avait accosté au sud pour la première fois. Lui n'avait pas débarqué, ce n'était pas très bien passé, il était revenu. Et le roi lui avait demandé de repartir pour refaire une visite. Et la 2e fois, donc, il est arrivé dans cette baie. Et donc, on voit au fond, là-bas, derrière la cloche du Marion Dufresne, on voit les 2 piliers de l'arche de Kerguelen. Quand Kerguelen a découvert l'île, il y avait un pont qui reliait ces 2 arches. Voilà. Et c'est un endroit un peu magique sur Kerguelen. Et pour parler de Kerguelen, il y a quand même, si on fouille un petit peu, il y a quand même pas mal de littérature. Donc moi, il a fallu faire des choix. Donc on vous présente quelques livres qui nous ont marqués. Si tu peux montrer, Francine. Voilà, j'ai sorti 3 livres, d'accord. Celui du milieu, c'est Isabelle Autissier qui raconte justement l'histoire un petit peu de Kerguelen parce que ça ne s'est pas très bien passé, ses voyages ne se sont pas très bien passés. Il a eu un peu des soucis, il a fait un peu le filou aussi, puisque pour son 2e voyage, il est parti un petit peu accompagné par une jeune fille qui n'était pas sa femme. Et donc, au retour, ça ne s'est pas très bien passé. Il a même fait de la prison, il a été dégradé. Mais bon, c'est comme à lui qui a découvert Kerguelen. Et puis, il y a un livre quasiment un incontournable, c'est le livre de Raymond Raguet-Dubaty,
et aventures au Kerguelen. D'accord. Raymond Ralli-Dubaty, c'est un Français. Et dans les années 1900-1907, il décide d'aller à Kerguelen pour explorer, en fait, principalement. Un petit peu de chasse quand même à la fourrure et à la graisse de manchots, d'éléphants de mer, surtout. Mais surtout, il avait ce rêve d'explorer. Donc, il est parti sur un tout petit bateau de 20 mètres avec 4 compagnons, je crois. Et il a passé du temps à cette époque-là, début de 1900, où Kerguelen, en fait, il y avait un petit peu d'activité. Et puis, il y a un troisième livre, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre L'Arche de Kerguelen de Jean-Paul Kaufmann. Alors, pour ceux qui ne se souviennent plus, pour les plus jeunes, hein, Jean-Paul Kaufmann, il a été un otage pendant 3 ans au Liban. Et il a beaucoup pensé quand il était là-bas. Il a dit, j'ai envie d'aller à Kerguelen. Et il a fait un voyage un peu, un voyage de renouveau, un voyage pas de résurrection, mais bon, un voyage. Et c'est plein de découvertes, c'est plein de belles choses, plein de belles. Il est arrivé avec un regard très, très naïf, on va dire, sur Kerguelen, et il s'est ressourcé un petit peu après avoir été otage pendant 3 ans du Liban. Donc c'est vraiment ces 3 ouvrages, il y en a plein d'autres, hein, je vous le dis, mais ce sont 3 ouvrages moi, qui m'ont marqué un petit peu. Et on voit donc sur le dessin de l'arche du livre de Jean-Paul Kaufmann à droite, l'arche telle qu'elle était avant qu'elle ne se brise. Et maintenant, il ne reste plus que les 2 piliers. Kerguelen, c'était aussi une des îles où il y a eu des tentatives d'exploitation. Donc, il y a par exemple eu des tentatives d'exploitation de moutons, un petit peu comme ce qui se passe en fait en Argentine ou sur les îles Malouines, qui sont à peu près à la même latitude, où là-bas ça fonctionne. Mais Kerguelen, ça n'a jamais fonctionné. Il y a eu plein d'histoires, plein d'événements qui fait que les bergers sont morts, les moutons aussi. Ça s'est pas très bien passé. Il y a eu aussi dans les débuts des années 1900-1906 l'installation d'exploitation d'une usine de traitement des baleines. Alors ça a été mis en place en fait par des Français, quoi. Ça a été initié par des Français, Henri deux frères, des frères Bossière, qui ont donné une concession à des Norvégiens, parce que c'est eux qui avaient la science pour construire les usines de traitement de la baleine. Donc c'est la seule usine de traitement de la baleine sur un territoire français. Mais pareil, elle n'a pas fonctionné très longtemps. Il y avait beaucoup de baleines au départ, et puis forcément elles ont été exterminées, elles ont été tuées. Donc, et après, c'était plus rentable. Il y a eu la guerre au milieu, la guerre de 14 au milieu, où ça a dû cesser, puis ça a repris un petit peu. Et donc maintenant, il y a les vestiges de ça. Et c'est un endroit très, très, très particulier. Il y a une atmosphère très particulière, il y a une couleur très particulière avec tout ce côté rouille. Il y a des bruits très particuliers aussi, parce qu'il y a les tôles qui claquent dans le vent. C'est un endroit très particulier. Et c'est un endroit très particulier qui a été extrêmement bien décrit. Et là, moi, c'est mon coup de cœur au niveau des livres. Ça a été décrit par Isabelle Autissier, toujours, qui a fait un roman qui s'appelle Soudain seul. Pour moi, c'est vraiment le coup de cœur au niveau roman, au niveau des livres. Elle arrive à vraiment décrire cette atmosphère de vieilles bases antarctiques, hein, puisque en fait, ce sont je ne sais pas s'il faut dévoiler un petit peu. Non, je préfère pas trop dévoiler l'histoire, mais c'est extrêmement bien décrit et l'atmosphère des îles australes est extrêmement bien décrite dans ce livre. C'est vraiment un roman, donc on plonge dedans. Moi, je l'ai lu plusieurs fois et chaque fois, je plonge dedans et je le lis jusqu'à la fin. Je l'ai offert un très grand nombre de fois. Vous pouvez y aller, c'est vraiment un coup de cœur et c'est vraiment impossible d'être déçu à la lecture de ce genre de livre. Kerguelen, ça a été aussi l'endroit, donc moi j'ai hiverné. Donc on revient pas mal de temps en arrière, en 1987, voilà. Et hiverné, c'est passé donc 1 an avec les mêmes personnes. Donc moi j'avais un DUT génie électrique et informatique industrielle, et on se retrouve accompagné, on se retrouve confronté à des tas de gens, alors aussi des gens un peu plus âgés, mais aussi des jeunes un petit peu comme nous, hein. Moi j'avais 22 ans, mais qui ont fait de la biologie, qui font de l'ornithologie. Et ce qui est super, c'est qu'ils ont besoin de monde pour les accompagner. Donc ça a été l'occasion de partir avec d'autres scientifiques pour découvrir des univers que moi je ne connaissais pas du tout, l'univers de l'ornithologie. On a travaillé sur les poissons, on a travaillé sur des lapins, on a travaillé sur les oiseaux, les albatros, sur les manchots, et faire des expériences, accompagner d'autres scientifiques
et découvrir d'autres milieux. Donc, quand on a 22 ans, c'est vraiment une grosse découverte. C'est un énorme sentiment de liberté, même s'il y a énormément de contraintes, puisque pour voyager, pour se déplacer dans ces endroits-là, il y a comme des contraintes, des consignes de sécurité. Et l'avantage de Kerguelen, c'est que c'est assez grand, et surtout qu'il y a pas mal de petites maisons, de petites baraques qui sont faites, qui sont posées là pour les scientifiques, justement, et qui permettent donc de partir de la base et d'aller passer 3, 4, 5, 10 jours en cabane pour travailler avec les scientifiques. Donc, c'est des moments quand même extraordinaires quand on est jeune. Et donc, moi, j'y allais pour travailler sur faire de la maintenance d'un laboratoire de géophysique, donc travailler plutôt sur l'électronique et récupérer des résultats d'expérience au niveau géophysique. Et donc, petit clin d'œil, quand j'y suis retourné 31 ans après, en 2018, donc j'ai mis les dates, mais en fait, c'était peut-être même pas la peine de mettre les dates. J'ai essayé de faire la photo presque au même endroit. J'avais souvenir de cette photo-là en 1987. Et donc, c'est au même endroit. Le personnage, normalement, c'est le même s'il a un petit peu changé. Et voilà, ce petit clin d'œil de la 37e mission. Donc, c'était la 37e année qu'il y avait une base permanente à Kerguelen. Donc, c'était en 87. Voilà, c'est le petit clin d'œil. Je me suis retrouvé donc en 2018 dans le même laboratoire, même si toutes les expériences sur lesquelles j'avais travaillé, moi, avaient disparu, puisque c'était renouvelé. Mais bon, c'était un petit clin d'œil. Et si on a envie de se plonger un petit peu dans l'univers d'un hivernage, on ne peut pas passer à côté du livre, alors c'est Yann Libé-Sarr, il me semble, qui s'appelle Les Manchots de la République. Donc c'est un journaliste, en fait, qui a passé 1 an là-bas, un hivernage, et qui a publié un blog, en fait, et après il en a fait un livre qui raconte cet hivernage-là. C'est assez intéressant. Et puis il y a un petit coup de cœur aussi, le livre de Christophe Houdaille, Au vent des Kerguelen. Alors lui, il n'a pas vraiment, si, il a hiverné, puisqu'il a passé 16 mois aussi à Kerguelen, donc il a passé un été, un hiver et encore un été. Mais lui, il était sur un voilier. Et il était tout seul sur son voilier. Et donc, il ne s'est pas baladé autour de l'île. Il posait son voilier, il allait se balader à pied. Et il raconte et il décrit son histoire, son aventure en solitaire, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, vu quand on connaît les conditions météorologiques du coin. Il faut avoir quand même, faut être courageux, ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, deux livres que vous pouvez y aller aussi, c'est vraiment ça, on ressent l'atmosphère de Kerguelen. Le côté hivernage, pour les Manchots de la République, hivernage en groupe, à Port-au-Français et dans les cabanes, comme j'ai décrit tout à l'heure, et puis l'hivernage en solitaire, au vent des Kerguelen, sur un voilier. Voilà, et puis Kerguelen, c'est aussi le plus grand glacier français sur un territoire de France, d'accord, la côte glaciaire Cook. Alors là, en 2018, on n'y est pas allé, mais en 1987, j'ai eu l'occasion de pouvoir y aller, d'accord, et de découvrir cette énorme masse glaciaire, puisqu'il faut savoir qu'il neige, il y a 7 mètres de précipitations par an dans cette zone-là, ce qui fait que le glacier était à l'époque énorme, mais malheureusement, des perturbations atmosphériques font qu'il y a beaucoup moins de précipitations actuellement, et donc que le glacier recule, comme malheureusement un peu partout. Donc on voit à peu près la même cabane en 87 et en 2010, et on voit à l'arrière de la cabane, en 87, on avait encore le glacier, un énorme glacier, et en 2010, il n'y avait plus de glacier. Le glacier avait reculé, en fait. Et donc, c'est un des thèmes sur lesquels on a beaucoup travaillé avec les élèves, sur le problème de changement climatique, de réchauffement, et ainsi de suite, pour montrer que malheureusement, ce glacier de Kerguelen, ce glacier Cook, il détient le triste record de fonte, de hauteur, de diminution d'épaisseur à certains endroits. Alors, il perd, je ne sais plus, Francine, c'est 12 mètres, 20 mètres? 20 mètres par an. Oui, ça, il perd 20 mètres par an d'épaisseur à certains endroits. C'était mesuré. Tout ça parce qu'en fait, essentiellement, pas tellement à cause du réchauffement, un petit peu à cause du réchauffement, mais surtout à cause d'une déviation des perturbations qui ne passent plus sur Kerguelen, mais passent plus au sud. Donc, Kerguelen est moins arrosé, et forcément, le glacier est moins alimenté. Voilà. Donc, c'était aussi un des côtés sur lesquels on voulait travailler. Voilà, on reprend le bateau. On remonte, après Kerguelen, on remonte presque plein nord pour aller jusqu'à la petite île de Saint-Paul.
Oui, et d'ailleurs, vous voyez sur la carte, hein, Kerguelen, c'est donc pas tout à fait 50 degrés de latitude sud, mais presque, c'est 49. Et là, on remonte jusqu'à 38 degrés de latitude. Donc, on est vraiment dans des latitudes beaucoup plus tempérées. Et l'arrivée à l'île de Saint-Paul, ça a été aussi un moment assez extraordinaire du voyage. Déjà, toutes les rotations ne passent pas par Saint-Paul, donc ça a été une grande chance d'arriver sur cette île. En fait, toutes les arrivées sur toutes les îles sont des moments extraordinaires parce que voilà, on a ce surgissement de la Terre au milieu de l'océan et à chaque fois, on découvre des environnements et des ambiances différentes. Et la particularité pour Saint-Paul, c'est aussi qu'on est arrivé de nuit. Donc ça, c'est une photo qui a été prise au matin. Mais nous, on est arrivé, le Marion Dufresne est arrivé de nuit. C'était la pleine lune. Et Saint-Paul, c'est un cratère effondré. Donc l'ambiance était absolument extraordinaire. Donc, il n'y a plus du tout de présence humaine sur l'île de Saint-Paul. Sauf dans des cas extrêmement exceptionnels. Dans le cas de notre rotation, en fait, il y avait 4 scientifiques qui avaient été déposés un mois avant, qui avaient passé un mois tout seuls sur l'île pour faire des suivis, notamment pour vérifier que le rat avait été bien éradiqué. Et on était là pour les récupérer. Donc voilà, Saint-Paul, c'est vraiment une île perdue et c'est là on voit un peu mieux, c'est une photo prise d'hélico, je pense. On voit un peu mieux la configuration. C'est une île qui est minuscule, hein, vous aviez l'échelle avec le bateau. Et c'est une île marquée aussi d'une histoire tragique. Donc Eric, tu peux nous la rappeler? Oui, alors c'est une histoire qui est racontée dans le livre Les Oubliés de l'île Saint-Paul par un journaliste, Daniel Floch. Et sur cette petite île, en fait, dans les années 1930, a été créée une usine de langoustes, de conserverie de langoustes, de queue de langoustes en fait, parce que la mer autour des îles regorge de langoustes, qui sont d'ailleurs très 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 bonnes. Et donc, il avait été décidé de construire sur cette île une usine de langoustes. On voit sur le timbre les quelques baraques, d'accord, mais l'exploitation s'arrêtait pendant l'hiver, et dans l'hiver 1930, il avait été décidé de laisser 7 personnes pour garder la base, pour l'entretenir. Avec les conditions météo très, très difficiles, on ne peut pas se permettre de laisser une base à 100 personnes dessus. Et donc, 7 personnes ont été laissées pour 2 ou 3 mois, soi-disant. Et puis, l'armateur, de retour en France, a des soucis financiers, ainsi de suite. Et finalement, les personnes ont été oubliées pendant 9 mois. Et quand enfin un bateau est revenu, il n'était plus que 3 personnes, 3 gardiens. Sachant en plus qu'il y avait eu une naissance, puisqu'il y avait une dame qui avait eu un bébé, le bébé est décédé sur place, mais il ne restait plus que 3 personnes. Et ce qui est assez émouvant, c'est qu'aujourd'hui, nous écoute Marie-Vonne. J'ai vu qu'elle, il me semble que c'est une descendante des personnes qui étaient là-bas et qui est allée poser une plaque en commémoration de cette histoire tragique qui est racontée donc dans le livre des Oubliés de Saint-Paul. Dans ce livre aussi, il raconte d'autres histoires extraordinaires, parce que forcément, ce sont des terres extraordinaires qui sont difficiles. Forcément, il y a eu des histoires extraordinaires, il y a eu l'histoire de naufrage. Il y a une histoire que je trouve assez extraordinaire aussi, c'est je la fais très très courte, hein, c'est un bateau en 1887, le Tamaris, qui s'échoue, qui fait naufrage sur une des îles de Crozet. Et un petit groupe de rescapés, de naufragés qui se réfugient sur une des îles. Et pour se faire savoir qu'ils sont là, en fait, ils gravent des plaques de métal qu'ils accrochent au cou des albatros, et les albatros partent après. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un albatros qui est arrivé en Australie, qui a été récupéré. On a vu la plaque de métal sur laquelle était marqué le message de message comme quoi il y avait des gens qui étaient venus s'échouer sur une des îles de Crozet. Et il y a un bateau qui est arrivé, mais malheureusement, il est arrivé un mois trop tard. Les gens avaient disparu, ils avaient essayé d'aller sur une autre île parce qu'il n'y avait plus à manger. Bon, des histoires tragiques, hein. C'est souvent un petit peu des histoires tragiques, des histoires de naufrage, mais c'est raconté dans ce livre des Oubliés de Saint-Paul. Voilà, on reprend le bateau, pas très loin, hein. Les îles, on est juste à côté, là, il y a quelques heures de bateau pour arriver à l'île Amsterdam, l'île de la Nouvelle-Amsterdam, qui s'appelle maintenant l'île d'Amsterdam.
Et c'est la dernière escale du voyage. Hein. C'est aussi une île très très particulière, l'île d'Amsterdam. C'est une toute petite île. Voilà, là, c'est vraiment quand on est arrivé en vue de l'île et je le redis parce que ça m'a moi vraiment beaucoup marqué. Chaque arrivée sur les îles a été un moment très intense. En général, tout le monde est sur le pont du bateau et puis on voit la terre se rapprocher. Nous, quand on est arrivé, donc on est au cap à peu près plein nord. On a viré sur bâbord, sur la gauche de l'île. C'est le côté où il y a des grandes falaises qui s'appellent les falaises d'Entrecasteaux. On ne voit pas bien là sur la photo. Et là, ça a été aussi un moment assez extraordinaire parce qu'il y avait des poissons volants qui sautaient autour du bateau. Et puis, on a vu des nuées d'albatros, parce qu'il y a une colonie d'albatros à bec jaune sur l'île d'Amsterdam, dans les falaises d'Entrecasteaux. Et il y avait des nuées littéralement d'oiseaux autour de nous. Et là aussi, ça a été un moment vraiment, vraiment très fort et extraordinaire d'arriver sur l'île d'Amsterdam. Et c'est une île qui est très particulière par rapport aux autres, qui a en apparence un climat plus doux, plus tempéré que Kerguelen ou Crozet, mais on voit que les vents sont aussi bien présents. Il y a une belle houle et des beaux moutons en mer. Et à terre, c'est vraiment l'île des otaries. C'est des otaries à fourrure. De mémoire, il y a 70 000 otaries qui vivent autour de l'île d'Amsterdam, hein, qui viennent jusque dans la base. On les rencontre des fois entre les bâtiments. Et elles sont extrêmement bruyantes, assez odorantes aussi. Donc là, la présence des animaux est aussi très, très marquante. Et puis, on a essayé de faire une petite sélection où on vous parlait d'un livre par île. Et pour l'île d'Amsterdam, on a retenu le livre d'Estelle Nollet qui s'appelle Community. C'est donc un roman. Et puis, vous voyez en comparant la couverture et la photo de droite que, sans le savoir, sans en faire exprès, on a refait la même photo. Alors, une petite explication de la photo avant de parler du livre. En fait, il y a eu un élevage de vaches sur l'île d'Amsterdam. Et à l'heure actuelle, elles ont été toutes abattues progressivement parce qu'elles faisaient des dégâts assez considérables sur la végétation. Donc, il n'y en a plus, mais de ci, de là, il y a quelques crânes qui restent. Donc, ça pose un petit peu l'ambiance du roman qui parle de quelque chose qui ressemble très fort à la réalité, c'est-à-dire un petit groupe de personnes qui vient sur une île dans une base scientifique. Alors, c'est l'île de New Aberdeen dans le livre. Ils sont ravitaillés par le baron Dufresne. Mais voilà, on comprend très bien qu'on est en train de parler de quelque chose qui ressemble très fort à l'île d'Amsterdam. Donc, elle raconte, ça commence un peu comme une chronique d'un hivernage. Et puis, petit à petit, les choses vont mal tourner. Ça va tourner à un huis clos assez angoissant puisque il n'y a plus de communication. Le bateau qui doit les ravitailler ne revient pas. Et voilà, donc je ne dévoile pas la suite de l'histoire. Mais l'histoire, il y a une histoire dans l'histoire du livre aussi, puisque ce livre-là, Estelle Nollet est restée 4 ou 5 mois sur l'île d'Amsterdam dans le cadre d'une résidence d'artistes. Parce que les terres australes et antarctiques françaises organisent tous les 2 ans, je crois, des résidences d'artistes où des districts accueillent des romanciers, des illustrateurs, je crois qu'il y a eu des photographes aussi. Il y a des gens du spectacle vivant pour cette année qui sont prévus. Donc voilà, elle a eu l'expérience de vivre quelques mois sur l'île d'Amsterdam pour écrire ce livre. Voilà, et donc c'est la dernière étape du voyage. Après, on remonte sur la Réunion. Donc, pour prolonger le rêve, il y a donc un livre, c'est Escale au bout du monde. C'est un beau livre, hein. Regardez, si vous me voyez à côté, là, je l'ai à côté de moi, là. Il est là, c'est un pavé. C'est une Bible, la Bible des terres australes. Hein. Je crois que d'ailleurs, son auteur est avec nous, hein, Bruno Marie, qui nous écoute. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Non, mais c'est vraiment un très, 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 très beau livre. Si on veut tout connaître des terres australes,
Alors, c'est des terres australes et Antarctique française, et même un petit peu plus, puisque donc ça parle de Crozet, ça parle de Kerguelen, ça parle de Saint-Paul, ça parle d'Amsterdam, ça parle de l'Antarctique, de la Terre Adélie, mais ça parle aussi des petits confettis qu'on appelle les îles éparses, qui sont des petites îles françaises autour de Madagascar. Et ces îles ont été rattachées aux terres australes au niveau administratif. Et donc, c'est vraiment un très, 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 très beau livre avec énormément de photos, beaucoup d'explications, beaucoup de témoignages aussi de gens qui ont travaillé. C'est super complet. C'est vraiment, si on veut se faire plaisir ou si on veut faire plaisir, c'est vraiment ce gros livre qui va décrire et qui va parler des terres australes. Et puis si on veut aussi prolonger un petit peu aussi, je ne sais pas, tu veux en parler, Francine, ou c'est moi qui en parle? Oh bah, très, très, très vite pour terminer. On a fait une sélection spéciale terres australes, mais le Grand Sud, c'est quelque chose qui fait rêver aussi, enfin, qui est très évocateur. Et je crois que tous ceux qui ont pensé ou rêvé un peu de ces latitudes polaires sont tombés un jour sur le livre d'Ernest Shackleton sur l'Odyssée de l'endurance. C'est un livre qui est, je pense, très connu, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais on voulait quand même le citer parce que au tout début, on a parlé des livres qui ont planté les petites graines du rêve. Moi, je l'ai lu, je pense, la première fois, j'étais au lycée, je l'ai lu et je l'ai relu. Et ça fait partie des livres qui m'ont donné envie de mettre le pied sous ces latitudes-là. Et c'est une aventure humaine absolument incroyable. On ne va pas la récapituler ici, mais c'est une histoire de survie et d'aventure humaine vraiment, vraiment très instructive et très, très marquante, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Francine. Moi aussi, c'est un livre qui m'a marqué quand j'étais jeune et que j'ai relu plusieurs fois. Et c'est toujours accompagné de très belles photos, parce qu'il y avait un photographe qui a fait beaucoup de photos au moment où l'Endurance, le bateau de Ernest Shackleton, était en train d'être écrasé dans la banquise. Et il faut savoir que bon, il y a eu des aventures, ça a duré très longtemps, mais il n'y a eu aucune personne qui est décédée pendant cette aventure-là. Ce qui est assez extraordinaire, ce qui montre un peu l'énergie qu'a dû dépenser Ernest Shackleton pour maintenir son équipe, le moral de son équipe. Voilà, on a fait un petit peu le tour forcément très rapide. Voilà. Vous pouvez toujours nous suivre un petit peu sur notre site, si vous voulez aller voir un petit peu, aller voir les vidéos sur la chaîne YouTube, les vidéos qui racontent un petit peu les rencontres avec et les scientifiques, mais aussi toutes les personnes qui font la vie sur une base. Voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Francine. Non, on espère qu'on vous a fait voyager à la fois en littérature et voyager tout court avec ce petit récit d'une rotation. Et puis voilà, s'il y a des questions, mais on est voilà, moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que tous ces livres qu'on vous a présentés, ne vous précipitez pas sur ce grand site-là, mais allez dans votre librairie de quartier pour aller les acheter. Ça sera toujours beaucoup mieux. Et je remercie beaucoup à Magali, parce que ça nous fait toujours extrêmement plaisir de partager ces aventures qu'on a vécues. Et merci à tous ceux qui nous ont eu la patience de nous écouter. Un grand, grand merci à vous, Eric et Francine. Je crois que vous nous avez fait rêver. Je crois que vous avez rappelé des beaux souvenirs à des gens qui connaissaient ces endroits, qui ont vécu des expériences un peu similaires. Vous avez proposé une bibliographie magnifique que je mettrai en ligne avec l'enregistrement de la conférence. Comme ça, tout le monde pourra retrouver les références et les commander. J'ai vérifié, la plupart sont bien disponibles, donc pas de souci. Je vous invite, pour ceux qui en ont, à poser vos questions par le chat de Zoom, c'est sur la droite. Mais avant de relayer vos questions, j'aimerais bien donner la parole à un invité surprise. Alors, est-ce que Colin, tu es toujours parmi nous? Ouais, je suis là. Voilà, je suis très contente d'avoir parmi nous Colin Niel, qui est auteur de Ce qui reste en forêt. Et je suis vraiment ravie que tu sois parmi nous, parce que quand même, un de tes livres a été le point de départ de cette aventure de nos deux invités. Oui, on m'entend là? Ouais. Oui, on t'entend.
Écoute, non, mais merci, c'est marrant. Enfin, je suis assez étonné. Moi, j'ai écouté la conférence avec beaucoup d'intérêt et je suis très flatté que mon livre ait été le déclencheur de tout ça. D'autant qu'en plus, moi, je suis jamais allé dans les terres australes, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est un rêve depuis pas mal d'années, mais comme pour beaucoup de monde. Et, euh, et quand j'ai écrit Ce qui reste en forêt, il y a bien pas mal d'années, ça fait un petit moment déjà. Tout ce que je raconte sur Kerguelen, en fait, c'est des récits, en fait. Hein, c'est des lectures, dont certaines dont vous avez parlé aujourd'hui. Et puis, c'est des contacts avec des amis qui connaissent, voilà, qui travaillent là-bas et qui m'ont filé plein d'infos. Donc, je me suis pas mal documenté. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Ça m'a toujours fait rêver. Donc c'est drôle, quoi, que ce soit mon livre qui ait déclenché cette histoire-là, alors que j'ai vraiment une connaissance qui est très, très limitée de ces endroits-là, en fait. C'est plutôt de l'ordre du rêve. Et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Je me demandais juste une question. Est-ce que vos interventions dans les classes, c'est des choses qui sont encore organisables ou c'est quelque chose de bouclé ou vous continuez ou... Alors, en fait, il y a eu… Je rebondis juste un tout petit peu parce que, merci, je sais pas, vous m'entendez? Ouais. Oui. On la raconte un petit peu tout le temps cette histoire parce que vraiment c'est pour de vrai, hein, c'est pas du chiquet, c'est vraiment le livre qui a déclenché la première discussion et voilà. Moi j'en profite pour dire aussi que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui fait aussi voyager. Je suis super touchée en fait d'avoir l'auteur qui nous écoute. Et pour répondre à la question, on a fait des interventions. Alors, c'était surtout centré sur l'année scolaire 2018-2019. Maintenant, comme on est un peu des grands bavards, comme vous avez pu voir, on est toujours content de saisir d'autres opportunités si géographiquement c'est possible d'organiser. Ouais, c'est ça, ouais. Vous êtes basé où? On est dans les Alpes-Maritimes. D'accord. Et je crois avoir vu le nom de Benoît Lequette dans les gens qui ont contribué à ceux qui restent en forêt. Et c'est quelqu'un que je connais un petit peu, c'est un copain aussi. D'accord, ouais, bah oui, j'avais eu oui. Bah, Benoît travaillait dans les parcs nationaux comme moi à l'époque et effectivement, ça fait partie des personnes que j'avais consultées pour la préparation du livre, ouais, tout à fait. Et je dois dire que vous êtes bien renseigné parce qu'il n'y a pas beaucoup de coquilles au niveau de la vie à Kerguelen. C'est assez bien décrit, l'ambiance c'est assez bien décrit, donc il y a eu pas mal de recherches, je pense, parce qu'on avait vraiment l'impression que l'auteur, il était allé pratiquement. Ouais, bah, c'est gentil. Ah, bon, il y a eu pas mal de recherches, puis il y a eu pas mal de relectures aussi, quoi. C'est-à-dire, je l'ai fait relire en fait par des gens qui connaissaient vraiment très bien Kerguelen, quoi, qui m'ont fait corriger toutes les bêtises que j'avais pu raconter. C'est un livre que j'ai découvert au moment où Francine, on s'est rencontrés, elle m'a montré le livre et bon, ben, forcément je l'ai lu. Non, c'est vrai que c'est vraiment sympa et c'est vrai qu'on s'y attend pas du tout parce que c'est vrai que ça part sur la forêt amazonienne et on se dit mais tiens, c'est quoi cette histoire C'est de gentil en tout Kerguelen? cas. Merci beaucoup. Merci Colin Niel d'avoir été avec nous. Il y avait une question, pour rebondir un peu sur cette question sur les interventions en milieu scolaire. Quelqu'un demandait des précisions, savoir comment ça s'est déroulé exactement. Alors, en fait, l'objectif du projet, c'était effectivement de toucher le maximum de classes, en fait, de présenter ces terres australes que personne ne connaît, en fait, et personne ne sait ce qui se passe, et tout ça. Donc, de décortiquer, nous, ce qui se passe, de le rendre accessible autant à des élèves de CP qu'à des élèves du lycée, et puis de présenter au maximum de gens. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup, on l'a pensé accessible, donc forcément par Internet, avec des vidéos, avec des espaces de questions, des réponses, ainsi de suite. Et puis, on a pu un petit peu faire quelques interventions dans les classes, mais c'était comme un petit peu du pointillé. Il fallait conjuguer nos disponibilités, parce que moi, j'avais une classe. Et donc, moi, je suis allé faire des interventions en Savoie quand moi, j'étais en zone de vacances, et la Savoie n'était pas en zone de vacances, et ainsi de suite. Donc, il a fallu jongler un petit peu les petits moments où on avait la possibilité de pouvoir euh, aller faire cette intervention. Donc, on en a fait quoi? On n'a pas fait énormément. On a fait 10, 15, je ne sais plus. Combien, Francine?
me Oui, diras. ouais, c'est à peu près ça pour le primaire. Et puis après, moi, j'en ai fait quelques-unes, mais assez ponctuellement en lycée. Ouais, parce qu'on l'a pas précisé, mais c'est un projet qu'on a mené à travers une petite association qui s'appelle Passage des Sciences, qu'on a créée à l'occasion. Et en plus de nos métiers respectifs. Donc, on a un petit peu jonglé avec tout ça et avec nos disponibilités. Oui, vraiment, l'idée, c'était de pouvoir qu'une classe de n'importe quel endroit, on a eu des classes de toute la France qui ont suivi le projet, c'était vraiment centré autour du portail du site internet et les enseignants pouvaient s'approprier les ressources qu'on a créées. Et le fonctionnement se faisait voilà, à distance à travers le net. Et on a fait des interventions un peu sur le bouche à oreille selon les propositions et beaucoup autour de chez nous, donc dans les Alpes-Maritimes. En fait. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, merci. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de retours aussi à travers le site internet ou à travers les réseaux sociaux de, de- de classes qui nous suivaient et à travers les questions aussi. Et à la fin, on a organisé des petits concours de restitution où on invitait les classes à nous montrer ce qu'ils avaient fait. Alors, il y a eu de l'art plastique, il y a eu du théâtre, il y a eu de la poésie, il y a eu des écrits et tout ça. Et donc, bon, c'est vrai il y a des classes qui ont vraiment joué le jeu, entre guillemets, qui ont vraiment participé. C'est vraiment super intéressant. Et pour nous, c'était super riche d'avoir ces retours-là. On disait, bah, tiens, finalement, le document sur lequel on a travaillé, qu'on a proposé, finalement, ils n'étaient pas si mauvais que ça, puisqu'ils ont été exploités, tout ça. Je vois qu'il y a Hélène David, là, qui nous a écrit, qu'elle a travaillé aussi avec sa classe de CE2, CM1, CM2. Ils ont fait de la géographie, de la science, du vocabulaire, ainsi de suite. Voilà, donc ça nous fait plaisir aussi d'avoir tous ces retours-là. C'est enrichissant. Ça va susciter des vocations, certainement. On espère, on espère. C'était un des buts avoués du projet, c'était faire naître des étoiles dans les yeux des enfants et montrer aussi qu'on peut faire exercer des métiers ordinaires, hein, boulanger, cuisinier, plombier, menuisier, et on peut les exercer dans des endroits absolument extraordinaires, avec des ambiances extraordinaires. Il faut savoir qu'un hivernage, ça marque, et personnellement, moi, ça m'a marqué à vie. Hein, d'ailleurs, comme je le disais, il y a des anciens de mon hivernage, donc il y a plus de 30 ans, qui ont assisté à la conférence là, et on se revoit tous les 5 ans à peu près. On fait alors ça fait parfois un peu vieux jeu, mais bon, on se retrouve et c'est comme si on s'était pas quitté en fait, parce qu'on a tissé des liens super forts et un hivernage vraiment ça marque à vie. Justement, oui. En riant un petit peu, on dit qu'il y aura sûrement un pic de candidature d'ici une quinzaine d'années pour l'étape. C'est les élèves qui auront entendu parler des terres australes à travers le projet. Quand ils seront en âge de candidater, ils auront peut-être un petit pic de candidature. D'ailleurs, pour la petite histoire aussi, et c'est assez rigolo, quand on a débarqué à Crozet, Francine, il y a quelqu'un qui s'est approché de Francine. J'ai dit, bonjour madame, est-ce que vous me reconnaissez? Ben, il a fallu un petit moment que Francine elle fasse la connexion et c'était un ancien de ses élèves qui était maintenant devenu, qui finissait ses études de vétérinaire et qui allait passer 1 an à travailler sur des manchots. Et alors, il y a des questions là qui arrivent sur vos projets. Est-ce que vous avez l'intention l'un et l'autre d'y retourner, d'aller dans d'autres zones froides comme ça? Quels sont vos projets? En retourner, je pense que c'est le rêve de tous ceux qui ont posé le pied sur le Marion Dufresne et dans ces îles-là. C'est une obsession. Eric, il y a pensé pendant 30 ans, il a fini par y arriver. Donc oui, ça c'est sûr qu'on aimerait y retourner. Si l'occasion se présente, on serait évidemment très très partant. Et je ne sais pas si on peut... on n'a pas réfléchi à la question, on peut en parler Oui, je pense. il est très probable, enfin normalement on a un projet pour l'année prochaine qui devrait se dérouler au Svalbard, au Spitsberg, donc hémisphère nord, là très très au nord cette fois-ci, au nord de la Norvège. Voilà, on va espérer que les soubresauts de 2020 aient pas trop de conséquences sur 2021 et qu'on puisse partir, mais normalement oui, il y a un nouveau projet pour l'année prochaine
un peu sur le même modèle où on va essayer de transmettre ces lieux-là et puis la recherche qui s'y fait, parler des enjeux forts comme le changement climatique à nouveau. Oui, la biodiversité, des choses comme ça. Après, c'est toujours des projets qui sont assez longs à mettre en place, assez complexes. Et puis, il y a toujours un peu, c'est pareil, c'est toujours des conditions un peu spéciales de voyage sur des bateaux assez particuliers. Donc, on sait que nous, on n'est pas non plus quelque chose d'absolument essentiel. Donc, ça peut être remis en question au dernier moment. Bon, on y va doucement. On souffle jusqu'au dernier moment, en fait. Avec le Marion Dufresne, on a bien cru que ça allait capoter au dernier moment avec les aléas des gilets jaunes ou en tout cas être retardé. Donc, on est toujours prudent maintenant. Bon, tant qu'on n'est pas le pied sur place, mais bon, on y croit, on espère bien pouvoir partager encore des jolies choses avec des élèves. Ben, nous aussi, on l'espère, parce qu'on vous donnera rendez-vous à la Géosphère en vrai ou en visio, parce que ça fait envie, ça fait rêver. Avec grand plaisir. J'ai une dernière question vient d'arriver. Est-ce qu'il y aura le 3e pôle, l'Himalaya, les enjeux de l'eau, changement climatique avec la fonte des glaciers? Valérie, tu peux répondre parce que le 3e pôle, tu connais. Oui, bah, c'est vrai que oui, c'est que comme déjà fait l'Himalaya, oui, c'est vrai que j'ai eu la chance, voilà, l'opportunité de pouvoir partir sur une expédition sur l'Everest. Et donc j'ai atteint le sommet de l'Everest en 2007. Donc, pourquoi pas y repartir pour des projets pédagogiques, et effectivement sur les enjeux de l'eau, le changement climatique, des choses comme ça. Pourquoi pas, hein, c'est pas, de toute façon, c'est pas les idées qui manquent, hein, ça va être le temps un petit peu, parfois un petit peu l'argent aussi, on va dire. Mais ils sont bien, vos lecteurs, ils ont plein d'idées pour nous. On va faire une cagnotte. J'avoue aussi, je trouve que l'autre point commun, là, il y a des histoires de haute latitude, de milieux polaires qui sont des endroits qui nous font rêver. Mais ces endroits où il y a des bases scientifiques qui sont un peu perdues, c'est aussi des endroits très, très riches pour les aventures humaines, pour les résultats qu'on en ramène. Et moi, j'ai aussi en tête, ça nous ramène à la Guyane. Hein. Il y a un endroit qui s'appelle la station des Nouragues là-bas. Et moi, j'aime beaucoup aussi. J'ai pas mal voyagé en Amérique du Sud et c'est aussi des destinations qui me feraient rêver et que j'aimerais beaucoup partager. Donc, c'est pas les idées qui manquent, comme dit Eric. Super. On attend de vos nouvelles alors. Merci beaucoup à tous les deux, Francine Brondex et Eric Bataillou, pardon. Merci de nous avoir embarqués. Merci à tout le monde qui était connecté avec nous en même temps en ce moment pour vous écouter. Je vous souhaite une très bonne soirée et de beaux projets réussis. Ouais, Merci à tous ceux qui se sont mis derrière leur écran. J'espère qu'on a su vous intéresser. C'était très chouette. C'est un peu étrange de parler comme ça devant un écran, mais c'était très chouette de savoir qu'il y avait des gens qui nous écoutaient derrière. Ouais, et puis tous les petits messages qu'on a eus, tous les petits chats, tout ça, c'est vraiment sympa. Et c'est vraiment le plaisir de partager. C'est qu'aussi, on a plein de retours de gens. Et bon, on espère vous avoir fait voyager un petit peu, vous avoir fait rêver. Et après, les rêves, il faut y aller, il faut les réaliser. Donc, ne pas hésiter. Il faut tenter. Ça, c'est Merci une belle beaucoup, conclusion. Magali. Merci à Jean-Yves aussi qui a assuré le background du projet, ou le backstage plutôt, hein, qui a assuré la technique. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. À très bientôt, oui. À bientôt en vrai à Montpellier alors. J'espère. Vous venez quand vous voulez, hein. Enfin, quand vous pouvez surtout. Dès qu'on peut. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir à tous. À bientôt. Maintenant, photo?